extase in waarachtig zingend kristal. O, inkte muziek. Muziek. Muziek van bedolven kolen. Zacht, wegend, die ons verlost. Met zijn fosforgeheimen. Extase. Argentin brasier. Braise creusée. Avec la musique de son intime force. Braise évidée, délivrée, écorce. Occupé à livrer ces mondes. Recherche épuisante du moi. Pénétration qui se dépasse. Joindre le bûcher de glace. Avec l'esprit qui le pensa. La vieille poursuite insondable, en jouissance extravase, sensualité sensible, extase, aux cristaux chantants véritables. Oh, musique d'encre, musique des charbons enterrés, douce, pesante, qui nous délivre avec ses phosphores secrets. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. Et que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être, mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant, mourir vivant, mourir vivant, mourir. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Quelque chose est justement Monsieur Artaud. Quel délire ça! Je ne suis pas fou! Je vous dis! C'est de la merde. Je renie le baptême et la messe baptême et la messe baptême et la messe baptême. C'est de la merde.
fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée d'adieu. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Fou, monsieur Artaud. Je ne suis pas fou. Je ne délire pas. Je vous dis, on a réinventé les microbes. certaines angoisses, au fond de quelques rêves, n'a connu la mort comme une sensation brisante et merveilleuse, avec quoi rien ne peut se confondre dans l'ordre de l'esprit. Il faut avoir connu cette aspirante montée de l'angoisse dont les ondes arrivent sur vous et vous gonflent comme des nues par un insupportable souffle. L'angoisse qui se rapproche et s'éloigne chaque fois plus grosse, chaque fois plus lourde et plus gorgée. C'est le corps lui-même, parvenu à la limite de sa distension et de ses forces, et qui doit quand même aller plus loin. C'est une sorte de ventouse posée sur l'âme, dont la crêtée court comme un vitriol jusqu'au bord dernier du sensible. Et l'âme ne possède même pas la ressource de se briser, car cette distension elle-même est fausse. La mort ne se satisfait pas à si bon compte. Cette distension dans l'ordre physique est comme l'image renversée d'un rétrécissement qui doit occuper l'esprit sur toute l'étendue du corps vivant. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier. Il est temps de faire ses comptes. La minute tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là. Et c'est vrai que l'on va mourir. On épie et on mesure son souffle. Et le temps immense déferle tout entier à sa limite, dans une résolution où il ne peut manquer de se dissoudre sans trace. Crève, os de chien. Et l'on sait bien que ta pensée n'est pas accomplie, terminée, et que dans quelque sens, quand tu te retournes, tu n'es pas encore commencé à penser.
peur qui s'abat sur toi t'écarte-t-elle à la même mesure de l'impossible? Car tu sais bien que tu dois passer de cet autre côté pour lequel rien en toi tu n'es prêt. Pas même ce corps, et surtout ce corps que tu laisseras sans en oublier ni la matière, ni l'épaisseur, ni l'impossible asphyxie. Et ce sera bien comme dans un mauvais rêve, où tu es encore dans la situation de ton corps l'ayant traîné jusque-là quand même, et lui te faisant souffrir, et t'éclairant de ces assourdissantes impressions, où l'étendue est toujours plus petite et plus grande que toi, où rien dans le sentiment que tu apportes d'un antique orientation terrestre ne peut plus être satisfait. Et c'est bien cela, et c'est cela à jamais. Au sentiment de cette désolation et de ce malaise innommable, quel cri, digne de l'aboiement d'un chien dans un rêve, te soulève la peau, te retourne la gorge, dans l'égarement d'une noyade insensée. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Et en même temps que ce sentiment de véracité désespérante où il te semble que tu vas mourir à nouveau, que tu vas mourir pour la seconde fois, tu te le dis, tu le prononces que tu vas mourir, je vais mourir pour la seconde fois. Voici que l'on ne sait quelle humidité d'une eau de fer ou de pierre ou de vent te rafraîchit incroyablement et te souffle et te soulage la pensée. Et toi-même tu coules et tu te fais en coulant à ta mort, à ton nouvel état de mort. Cette eau qui coule, c'est la mort. Et du moment que tu te contemples avec paix, que tu enregistres tes sensations nouvelles, c'est que la grande identification commence. Tu étais mort, et voici que de nouveau tu te retrouves vivant. Seulement cette fois, tu es seul. Sensation d'angoisse et de rêve. L'angoisse glissant dans le rêve, à peu près comme j'imagine que l'agonie doit glisser et s'achever finalement dans la mort. En tout cas, de tels rêves ne peuvent pas mentir. Ils ne mentent pas. Et ces sensations de mort mises bout à bout, cette suffocation, ce désespoir, ces assouplissements, cette désolation, ce silence, les voit-on dans les suspensions agrandies d'un rêve, avec ce sentiment qu'une de ces phases de la réalité nouvelle est perpétuellement derrière soi? Mais au fond de la mort ou du rêve, voici que l'angoisse reprend, cette angoisse comme un élastique qui se retend et vous saute soudain à la gorge. Elle n'est ni inconnue ni nouvelle, la mort dans laquelle on a glissé sans s'en rendre compte, le retournement en boule du corps, cette tête, il a fallu qu'elle passe, elle qui portait la conscience et la vue, et par conséquent la suffocation suprême, et par conséquent le déchirement supérieur, qu'elle passe, elle aussi, par la plus petite ouverture possible. Mais elle angoisse à la limite des bords, et cette tête, qui à force de se retourner, de se secouer, d'épouvante, a comme l'idée, comme le sentiment qu'elle s'est boursouflée, et que sa terreur a pris forme, qu'elle a bourgeonné sous la peau. Et comme après tout, ce n'est pas neuf, la mort, mais au contraire, trop connu, car au bout de cette distillation de viscères, ne perçoit-on pas l'image d'une panique déjà éprouvée? La force même du désespoir restitue, semble-t-il, certaines situations de l'enfance où la mort apparaissait si claire et comme une déroute à jet continu. L'enfance connaît de brusques réveils de l'esprit, d'intenses prolongements de la pensée qu'un âge plus avancé repère. Dans certaines peurs paniques de l'enfance, certaines terreurs grandioses et irraisonnées où le sentiment d'une menace extraordinaire couvre,
il est incontestable que la mort apparaît. Comme le déchirement d'une membrane proche, comme le soulèvement d'un voile qui est le monde encore informe et mal assumé. Qui n'a le souvenir d'agrandissement inouï, de l'ordre d'une réalité toute mentale, et qui, alors, ne l'étonnait guère, qui était donné, livré vraiment à la forêt de ses sens d'enfant. Prolongement imprégné d'une connaissance parfaite, imprégnant tout, cristallisé, éternel. Mais quelles étranges pensées elle souligne, de quel météore effrité elle reconstitue les atomes humains. L'enfant voit des théories reconnaissables d'ancêtres dans lesquelles il note les origines de toutes les ressemblances connues d'homme à homme. Le monde des apparences gagne et déborde dans l'insensible, dans l'inconnu. Mais l'enténèbrement de la vie arrive désormais des états pareils, ne se retrouve plus qu'à la faveur d'une lucidité absolument anormale, due par exemple aux stupéfiants. D'où l'immense utilité des toxiques pour se libérer, pour surélever l'esprit, mensonge ou non du point de vue d'un réel dont on a vu le peu de cas qu'on pouvait en faire, le réel n'étant qu'une des faces les plus transitoires et les moins reconnaissables de l'infinie réalité, le réel s'égalant à la manière pourrissant avec elle, les toxiques regagnent du point de vue de l'esprit leur dignité supérieure, qui en fait les auxiliaires les plus proches et les plus utiles de la mort. Cette mort ligotée où l'âme se secoue en vue de régner un état enfin complet et perméable, où tout ne soit pas heure acuité d'une confusion délirante et qui raticoine sans fin sur elle-même, s'entremêlant dans les fils d'un mélange à la fois insupportable et mélodieux, où tout ne doit pas être indisposition, où la plus petite place ne soit pas réservée sans cesse à la plus grande fin d'un espace absolu, et cette fois définitif. Où cette pression de paroxysme perce soudain le sentiment d'un plan neuf, où du fond d'un mélange sans nom, cette âme qui se secoue et s'ébroue sente la possibilité, comme dans les rêves, de s'éveiller à un monde plus clair. Après avoir perforé, elle ne sait plus quelle barrière. Et elle se retrouve dans une luminosité où finalement ses membres se détendent, là où les parois du monde semblent brisables à l'infini. Elle pourrait reconnaître cette âme, cependant elle ne renaît pas, car bien qu'allégée, elle sent qu'elle rêve encore, qu'elle n'est pas encore faite à cet état de rêve auquel elle ne parvient pas à s'identifier. À cet instant, dans sa rêverie mortelle, l'homme vivant parvenu devant la muraille d'une identification impossible retire son âme avec brutalité. Le voici rejeté sur les plans nus des sens, dans une lumière sans fond, hors de la musicalité infinie des ondes nerveuses, en proie à la faim sans borne de l'atmosphère. Au froid absolu.